Mes parents ont donné mes frais de scolarité à mon frère. Son entreprise en a besoin, ont-ils dit. J'ai quitté la maison. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de 600 000 $, tandis que la sienne est en ruine. Le jour où ma vie a basculé a commencé avec une assiette d'œufs brouillés et un sourire forcé. Je me souviens vivement de la façon dont la lumière du matin caressait le plan de travail de la cuisine, comment la voix de ma mère était un peu trop enjouée, et mon père qui continuait à faire teinter son alliance contre sa tasse de café comme un métronome, comme s'il répétait un discours dans sa tête. Je m'appelle Cole et j'avais 20 ans quand ils m'ont fait asseoir ce matin-là, une semaine avant mon emménagement prévu dans mon dortoir universitaire. J'avais passé l'année précédente à préparer méticuleusement chaque détail, y compris m'inscrire à l'orientation, chercher des manuels d'occasion et travailler le soir à l'épicerie pour financer la décoration du dortoir et un ordinateur portable de qualité. J'avais une feuille de calcul pour tout. J'avais même acheté un de ces petits réfrigérateurs de dortoir parce que j'avais entendu dire que la nourriture universitaire devenait vite ennuyeuse. Pendant la majeure partie du lycée, j'étais le silencieux, le responsable de notre famille. Le genre d'enfant qui avait des appartous, évitait les fêtes et ne faisait pas d'histoire. Pas parce que j'avais peur des répercussions, mais parce que je croyais que cela signifierait quelque chose. Je me disais que si je travaillais dur et ne faisais pas d'esclandre, quelqu'un le remarquerait. Peut-être pas avec des éloges grandioses, mais avec de petits gestes comme respecter leurs engagements, comme payer les frais de scolarité qu'ils disaient épargnés depuis que j'avais 12 ans. Alors, quand ma mère a dit « Cole, chérie, ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important », j'ai simplement souri et mangé un autre œuf. Je n'avais aucune raison d'être sceptique ou de me préparer au coup de massue terrible qui allait arriver. Mon père se pencha en avant avec l'expression sereine et familière qu'il utilisait souvent quand il était prêt à me faire la leçon sur l'injustice de la vie. Et puis il a remarqué, « Nous avons donné ton argent de frais de scolarité à ton frère. Son entreprise en a plus besoin en ce moment. » Ce fut toute une déclaration. Pas de montée, pas d'excuses, juste une annonce clinique et froide comme s'il annonçait la météo. Je n'ai pas répondu au début. J'ai cligné des yeux. Je me souviens avoir regardé la salière sur la table parce que je ne pouvais pas les regarder dans les yeux. J'ai brièvement pensé qu'il plaisantait, mais quand j'ai levé les yeux, ma mère avait une expression étrange. Pas coupable ou humilié. C'était plus proche de la fierté. Tu devrais être heureux, remarqua-t-elle. Tu soutiens la famille d'une grande manière. C'est ça, faire partie de quelque chose de plus grand que soi. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Il ne me disait pas ça parce qu'il se sentait mal. Il me disait ça parce qu'il croyait que je devais être fière parce que, à leur avis, je n'avais plus d'ambition ou d'objectif. J'étais simplement pratique. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Mon frère aîné, Luc, a 4 ans de plus que moi. En grandissant, il était connu comme l'enfant en or. Chaque erreur qu'il faisait était une opportunité d'apprentissage. Chaque fois que j'avais un A, il avait une fête pizza pour avoir pensé à sortir les poubelles. Quand il a quitté l'université après un semestre pour créer une entreprise technologique dans notre garage, mes parents ont réagi comme s'il avait découvert le feu. Ils ont investi de l'argent dans son entreprise comme s'il s'agissait d'un fonds en fidéicommis, lui achetant de l'équipement, l'aidant à louer un espace de bureau et même en se portant caution pour un prêt quand les temps étaient durs. L'entreprise n'a jamais vraiment décollé, mais Luc planifiait constamment un nouveau virage, une nouvelle idée qui n'avait besoin que d'un peu plus de temps. Il n'était pas paresseux. Je lui accorde ça. Mais il agissait de façon téméraire. Il empruntait comme si rien ne devait être remboursé. Il promettait des choses qu'il ne pouvait pas livrer. Et il arrivait toujours d'une manière ou d'une autre à persuader nos parents qu'il était au seuil de quelque chose de grand. Alors quand j'ai été admis dans une université merveilleuse, pas Ivy League, mais très compétitive, mes parents m'ont informé qu'ils avaient la première année couverte et je leur ai fait confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'ai obéi à chaque règle. J'ai joué la sécurité. Je suis resté dans ma voie. Et en échange, j'étais censé recevoir ma chance. Au lieu de cela, j'ai reçu ceci. Une leçon matinale sur les sacrifices offerts avec des œufs et du toast. J'ai posé une question. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Mon père me regarda comme si j'étais ridicule. Prends une année sabbatique, trouve un travail. Beaucoup de jeunes de ton âge ont besoin de temps pour comprendre les choses. J'ai déjà compris, dis-je, reconnaissant à peine ma propre voix. Je suis censé emménager la semaine prochaine. Nous savons, murmura ma mère doucement, comme si cela améliorait quoi que ce soit. Et nous sommes vraiment désolés pour le timing. Mais tu es intelligent, Cole. Tu trouveras un autre moyen. La chose la plus difficile n'était pas la décision. Ils ont agi comme si c'était une chance pour moi de m'améliorer. C'est comme si perdre mon avenir était un exercice de construction du caractère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré.
J'ai simplement hoché la tête. Puis je me suis excusée du repas et suis montée dans ma chambre, en fermant la porte. Ce fut le moment où tout a changé parce que quelque chose au plus profond de moi s'est brisé. Pas dans une scène de film dramatique où j'aurais détruit un miroir ou frappé un mur. C'était plus silencieux que ça, plus définitif, comme un interrupteur qu'on éteint. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis allongée dans mon lit à regarder le plafond, repassant chaque discussion que j'avais jamais eue avec mes parents, qui maintenant semblaient fausses. Chaque fois qu'ils me disaient qu'ils étaient fiers. C'était comme découvrir que votre filet de sécurité était en papier à chaque fois qu'ils déclaraient « Nous te soutenons ». Le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes valises, pas pour l'université, mais pour quelque chose de complètement différent. Et ce fut le début. Le début d'une longue année, le début du silence entre mes parents et moi. Le début de ma disparition. Pas littéralement, mais mentalement. J'ai quitté la maison avec 2 sacs, $2000 de mon travail à l'épicerie, et une règle gravée dans ma mémoire. Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui te traite comme un plan B. Et pendant que l'entreprise de mon frère brûlait de l'argent comme un brasier, j'allais lancer la mienne. Quelque chose dont je n'avais parlé à personne, quelque chose de discret, quelque chose d'astucieux, parce que s'ils voulaient que je soutienne la famille, je leur montrerais précisément comment. Mais pas de la manière qu'ils attendaient, même pas proche. Je n'avais pas de plan. Certainement pas un vrai. Mais j'avais de la détermination et de la fureur. Le type de colère calme et patiente qui ne s'éteint pas rapidement. Le genre qui mijote pendant des mois, finissant par se cristalliser en quelque chose de net et de précieux. J'ai déménagé le jour même où ils ont lâché la bombe. Je ne leur ai même pas donné l'occasion de demander où j'allais. J'ai rapidement emballé mon ordinateur portable, mes vêtements et le peu d'argent que j'avais économisé et j'ai contacté Ryan, un ancien collègue de l'épicerie, qui avait une chambre libre dans son appartement de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait pas de climatisation, donc je devais dormir sur un futon qui grinçait si je respirais trop fort, mais c'était le mien. Plus significativement encore, ce n'était pas le leur. Je ne les ai pas coupés totalement. Ils ont envoyé des messages plusieurs fois pendant la première semaine, prenant des nouvelles comme si rien ne s'était passé. Comment se passait ta recherche d'emploi? Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. J'étais trop occupée à me sentir stupide pour les croire. J'étais trop préoccupée par mon ressentiment pour lui trouver une issue. Je passais mes journées à alterner entre les offres d'emploi sur Craigslist et les vidéos YouTube sur le marketing digital, le commerce électronique, la programmation, et tout ce qui pourrait mener à quelque chose de plus solide que de remplir des rayons. La nuit, je faisais des shifts dans un restaurant sandwich proche. J'ai dit à Ryan que je faisais simplement le point pendant 1 an avant l'université. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je ne pouvais même pas en parler sans ressentir un étrange mélange de gêne et de rage, comme si j'avais été dupée et que je devais ensuite remercier l'arnaqueur. Pendant ce temps, Luc était partout. Il était partout sur les comptes de médias sociaux de mes parents. Ma mère a mis en ligne des photos de son lieu de travail, comme s'il s'agissait du siège de la NASA. Mon père a posté des liens vers le site web de son entreprise, comme s'il créait le prochain Google. Chaque légende était pleine de fierté. Si fière de notre aîné, qui poursuit ses aspirations. Soutenez les petites entreprises. Découvrez le dernier effort de Luc. Cela me donnait la nausée. Pas parce qu'il réussissait, mais parce que j'étais certain qu'il ne réussissait pas. Je savais que papa perdait de l'argent, peinant à honorer des contrats surprometteurs et s'efforçant de paraître légitime, tandis que nos parents lui jetaient tout comme si c'était de l'argent de Monopoly. Il n'était pas malveillant mais privilégié. Le genre de personne qui n'a jamais compris ce que « non » signifiait puisque personne ne le lui a jamais dit. Environ 1 mois après mon déménagement, ma mère m'a envoyé par email une photo de Luc debout, devant une grande bannière qui disait « Genius Tech Solutions, inauguration ». Ils avaient loué un espace de coworking en centre-ville, des ballons, une cérémonie d'inauguration. Mes parents souriaient en arrière-plan, comme s'ils avaient gagné le jackpot. Je n'ai pas répondu. Je n'ai félicité personne. J'ai juste regardé cette photo et j'ai réalisé à quel point j'étais seule. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. J'aurais pu continuer à bouder. J'aurais pu attendre 1 an et postuler à nouveau pour des bourses et des prêts. Mais je savais mieux maintenant. Si je désirais un avenir, j'ai réalisé que je devais le créer moi-même brique par brique, ne serait-ce que pour cette raison. Alors j'ai commencé à apprendre frénétiquement. J'avais toujours été douée en technologie. Au lycée, j'avais dirigé une petite entreprise de tutorat, aidé des enfants à réparer leur téléphone, et même construit quelques PC sur mesure. Mais maintenant, j'ai commencé à creuser plus profondément. Je me suis enseigné comment gérer la publicité Facebook, découvrir des articles de dropshipping rentables et créer du contenu de vente qui convertit. J'ai regardé 10 heures de leçons chaque jour,
suivi des cours en ligne que je ne pouvais pas payer, et découvert des moyens alternatifs de les obtenir. J'ai essayé tous les essais gratuits connus de l'homme. J'ai beaucoup échoué. Nous avons perdu de l'argent sur des concepts de produits terribles. J'ai mangé beaucoup trop de bols de ramen. Mais j'ai continué. 3 mois plus tard, j'ai ouvert ma première vraie boutique. Ce n'était pas fantaisiste. C'était simplement un site web de gadgets de niche qui vendait des humidificateurs portables et des supports de téléphone. Mais j'ai découvert un rythme. J'ai tout réinvesti. Il vivait avec des centimes. J'ai même annulé mon abonnement Spotify pour économiser de l'argent et j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube motivantes à la place. L'effort continu est devenu enivrant et finalement les choses ont commencé à fonctionner. Au 6e mois, je gagnais plus chaque semaine que je ne le faisais en un mois dans l'entreprise de sandwich. Je n'ai informé personne. Pas Ryan, pas mes vieux copains, et certainement pas ma famille. Il ne s'agissait pas de se vanter. Il s'agissait de créer quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Pendant ce temps, les choses à la maison sont devenues étranges. Ma mère a recommencé à appeler. Au début, c'était casual. Un message vocal ici et un message là. Salut, chérie. Je prends juste des nouvelles. J'espère que tu vas bien. Puis c'est devenu plus insistante. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Pouvons-nous nous rencontrer? Ton père s'inquiète. Et puis un jour, elle a envoyé ceci par email. Luc pourrait vraiment utiliser ton aide. Tu es très doué avec les ordinateurs. Je l'ai relu 3 fois. J'ai ri à haute voix. L'arrogance. Je n'ai pas réagi. Je n'avais pas à réagir puisqu'à ce moment-là j'avais quelque chose de mieux. Un levier. Mais je n'étais pas prêt à l'utiliser encore. Pas avant le point de rupture. Cela a suivi 6 mois plus tard. J'ai reçu un message de ma cousine Sophie. Elle était proche de mes parents. Elle m'a gardé quand j'étais petit, mais nous n'avions pas parlé depuis des années. Elle m'a envoyé par email une capture d'écran d'une publication sur le Facebook de ma mère. Nous sommes très fiers de nos 2 garçons, Luc, qui change la technologie locale, et Cole, qui prend hardiment une année sabbatique pour se trouver. La famille implique souvent de prendre des décisions difficiles. C'est de cela qu'il s'agit. Maanantai matsoire se serra, se soutenant mutuellement. Ils l'ont présenté comme si j'avais décidé de renoncer à l'université, comme s'il s'agissait d'un sacrifice héroïque, comme si j'avais volontairement abandonné mon avenir pour que Luc puisse jouer au PDG. Et ils ont aimé ça. Cole, qui a dit « Vous avez élevé des garçons si généreux. On dirait un amour. » J'ai voulu crier, mais je suis resté silencieux. Je suis resté concentré jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était mardi. J'étais en train de terminer des commandes quand mon téléphone a sonné. Mon père, je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, il a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Cole, murmura-t-il, respirant lourdement comme s'il avait sprinté. Je dois te parler. C'est au sujet de Luc. J'ai dit, rien. Il fit une pause puis soupira. Son entreprise, elle ne va pas bien. Oh vraiment? Dis-je. Il est en retard sur le loyer pour l'espace de bureau. Le prêt que nous avons cosigné est, eh bien, les paiements s'accumulent. Je ne pouvais pas parler. Nous espérions, chuchota-t-il, que tu pourrais peut-être aider. Tu as toujours été bon avec les chiffres. Peut-être que tu pourrais jeter un coup d'œil au livre, voir s'il y a quelque chose qui nous échappe. C'était le bon moment. Le moment exact où j'ai senti la fissure dans notre famille se transformer en canyon. Il m'avait tout volé. Ma foi, mon avenir et les frais de scolarité, ils sont revenus vers moi alors que tout s'effondrait. Mais les choses ont empiré. Ma mère appelait plus tard dans la nuit. Elle parlait doucement, comme si elle lançait un sort, « Chérie. Nous savons que les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais Luc est ton frère. Il a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. » Ce fut mon dernier mot. Vous lui avez donné mon fonds universitaire. Il y eut une pause avant un soupir. Nous le lui avons prêté. C'était une décision familiale. Non, c'était votre décision, répondis-je, la voix tremblante. Je n'ai rien accepté. Nous ne pensions pas que tu serais si rigide à ce sujet. Rigide comme si demander à tes parents de tenir leurs promesses était une sorte de défaut de personnalité. Nous vous avons soutenus tous les 2 de différentes manières, dit-elle. Luc a juste besoin de plus en ce moment. Et de quoi ai-je besoin? J'étais incertain. Il y eut un silence. C'était la vraie réponse. Je n'étais pas censé avoir besoin de quoi que ce soit. J'étais censé être le stable, le réparateur et le personnage secondaire dans le drame de start-up de Luc. Tout a atteint son paroxysme 1 semaine plus tard quand j'ai rendu visite à leur maison.
Je ne suis pas vraiment sûre de savoir pourquoi je suis allée. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore qu'ils l'assument, qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes et qu'ils s'excusent. Au lieu de cela, je suis entrée dans une intervention à part entière. Luc était là. Mes parents aussi. Le salon paraissait rangé comme s'ils attendaient des visiteurs. Ma mère a souri instantanément quand je suis entrée. « Nous sommes si contents que tu sois venu. Assieds-toi. » Je suis restée debout. Luke semblait fatigué. Il avait des cernes sous les yeux et un ordinateur portable ouvert devant lui. « Cole, mec. » Il m'a dit. J'ai merdé. Je sais que c'est vrai, mais j'ai juste besoin d'un peu d'aide. Tu es doué pour ces trucs en ligne. Tu as toujours été intelligent. Mon père s'en est mêlé. Nous ne cherchons que quelques suggestions. Peut-être que tu pourrais l'aider à restructurer l'entreprise. Il est encore temps. J'ai regardé chacun d'eux. Est-ce que l'un de vous a déjà pensé à m'aider ? Ils ont cligné des yeux, comme si j'avais parlé dans une autre langue. J'avais besoin d'aide il y a 1 an. J'avais besoin de soutien. J'avais besoin de vous, mais vous n'êtes pas venu. Le sourire de ma mère s'est estompé. Chérie, nous essayons de faire ce qui est le mieux pour la famille. Non, répondis-je, ma voix calme et ferme. Vous faisiez de votre mieux pour Luc. Et maintenant que tout s'écroule, vous me voyez comme votre filet de sécurité. Luc a encore parlé, mais je l'ai interrompu. Je ne suis pas ici pour réparer votre désordre. Je ne suis pas votre plan B. Je ne suis pas votre plan B. Mon père se tenait debout, visiblement agacé. Ne sois pas si dramatique, Cole. J'ai ricané, un son dur, sans humour. Je ne suis pas théâtrale. J'en ai marre. Sur ce, je suis sortie. Ils n'ont pas suivi. Mais 2 heures plus tard, ma mère a envoyé un dernier message. Nous voulons juste retrouver notre famille. Je l'ai regardé. Le cœur battant, les doigts planant au-dessus de l'écran parce qu'ils avaient raison. Quelque chose s'était brisé, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Une discussion ou un câlin ne suffirait pas à résoudre la situation. Quelque chose de plus profond. Et j'ai su à ce moment-là que ma prochaine étape changerait tout. Le jour où je suis sortie de la maison de mes parents après leur petite réunion de famille, je me sentais grandie de 3 mètres. Oui, je suis en colère et mes émotions sont encore vives à cause de la trahison, mais je suis enfin libre. J'avais l'impression d'avoir renoncé à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. Leur acceptation, leur soutien et leur respect avaient toujours été conditionnels et biaisés en faveur de Luc. Mais l'excitation s'est rapidement estompée. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le noir à 2 heures du matin. J'étais assis dans l'appartement exigu que je partageais avec Ryan, me demandant ce que je faisais. L'éclairage de l'écran de mon ordinateur portable illuminait la peinture qui s'écaillait sur le mur. Sur un onglet, j'avais un tableau de bord Shopify ouvert, et sur l'autre, une feuille de calcul avec les dépenses publicitaires et les taux de conversion. C'était le 5e jour consécutif. Je n'avais pas atteint le seuil de rentabilité, aucune vente. Mon compte publicitaire était signalé pour des activités douteuses. Mes paiements PayPal étaient mis en attente pour prévention de la fraude. J'avais $450 sur mon compte bancaire sans plan de secours. C'était le fond. Pas seulement monétairement, mais émotionnellement parce que jusqu'à ce moment, j'avais cette idée au fond de l'esprit que je gagnerais et que je réussirais uniquement pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais quand ton estomac gronde, ton loyer est dû, la caisse de ta boutique est cassée et personne ne répond à tes emails, tous tes fantasmes de vengeance semblent être des chimères. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, quand je me suis tenue devant le miroir en me brossant les dents, j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Teint pâle, yeux lourds. Je ressemblais à un fantôme dans ma propre existence. Le même jour, Ryan m'a trouvée dans la cuisine, recroquevillée sur mon téléphone, parcourant des offres d'emploi. Il n'a rien dit, a juste pris un coca dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir. « Ça va ?» questionna-t-il. « Ouais, j'ai menti. » Il hocha la tête. « Cool. Tu fais toujours ce truc de business en ligne ?» J'ai haussé les épaules. « J'essaie. » Il s'arrêta une seconde avant de dire quelque chose que je n'oublierai jamais. « Eh bien, n'oublie pas de manger. Même les gladiateurs ont besoin de sandwichs. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours, même si la réplique était ridicule. Cet après-midi-là, je me suis rendue à la bibliothèque. Pas un café ou un espace de coworking, mais une bibliothèque publique avec un wifi lent et des lumières vacillantes. Je suis restée là pendant plusieurs heures. Il n'y avait pas de distraction ou de bruit, juste moi, un carnet et une envie de mettre de l'ordre dans les choses. J'ai conçu une idée nouvelle et meilleure. Au lieu de poursuivre des choses populaires ou d'essayer de devenir riche rapidement, j'ai choisi d'établir quelque chose de petit, stable et honnête.
J'ai étudié le SEO comme si ma vie en dépendait. J'ai regardé des vidéos sur le marketing d'affiliation, les sites de contenu spécialisés, la création de listes email et l'optimisation des pages de destination. Plus de combines pour devenir riche rapidement. Plus de dropshipping auprès de vendeurs peu scrupuleux, simplement du matériel utile et réel. C'est ainsi que j'ai lancé mon premier site d'information. Je m'intéressais vraiment à l'équipement de camping portable. J'ai écrit chaque article moi-même. J'ai passé des semaines à recueillir des évaluations de produits, à apprendre le regroupement de mots-clés, la prospection de backlinks et la magie noire de l'algorithme de Google. C'était lent. Le premier mois, le site avait moins de 20 visiteurs par jour, mais j'ai persévéré. Contenu mis à jour, test A, B des titres, découvert de meilleurs programmes d'affiliation et concentré sur la confiance. Pendant ce temps, j'ai pris des travaux indépendants pour garder les lumières allumées, rédaction, audit SEO, et même aider des entreprises locales avec leur site web défectueux. Je survivais à nouveau. Pas prospère, mais survivant. Et puis il y a eu un petit miracle. 3 mois après le lancement du site, un de mes articles, Top 5 des réchauds de camping ultra légers pour 2022, a été repris par un blog d'équipement de plein air plus important. Ils y ont fait référence dans un article de synthèse. Mon trafic a augmenté du jour au lendemain. J'ai gagné $250 en commission d'affiliation cette semaine-là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais quelque chose. Cette modeste victoire a créé une étincelle. J'ai continué à grandir, à écrire plus d'articles, à contacter plus de sites, à embaucher un éditeur bon marché de Pork quand je ne pouvais pas suivre, à investir dans un thème meilleur, un hébergement plus rapide, à créer une newsletter et à lancer un deuxième site. Cette fois dans une niche complètement différente, les outils de productivité minimaliste. À la fin de cette année, je gérais 3 sites web. Un rapporte $1,200 par mois, un autre $600, et un arrive à peine à équilibrer. Mais ils s'additionnaient tous. Je n'étais pas riche, mais je n'avais pas à l'être. J'étais libre. J'avais tout créé moi-même. Je n'ai pas d'université, pas de diplôme, pas d'aide, et je n'ai pas encore parlé à mes parents. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Pour autant qu'ils sachent, je me découvrais encore. Je luttais encore dans les jours post-année sabbatique alors que Luc tentait de ressusciter son Frankenstein technologique. Mais même cela se dénouait par le bouche à oreille, particulièrement Sophie, ma cousine, qui restait en contact malgré les difficultés. J'ai découvert que l'entreprise de Luc échouait. Son plus gros client s'était retiré. Son loyer était en retard de 4 mois. La dette que nos parents avaient co-signée était en défaut. Il y avait des spéculations qu'il pourrait être poursuivi pour un logiciel non livrable. Il avait apparemment commencé à ressembler à une ombre de lui-même lors des réunions de famille. Sa petite amie est partie. Il a déménagé de nouveau dans le sous-sol de mes parents où son entreprise avait commencé il y a des années. Mes parents s'effondraient aussi. Les publications de ma mère étaient de plus en plus rares. Plus de sous-titres enthousiastes louant la grande pensée de Luc. Mon père a cessé de répondre aux textos des parents éloignés, qui commençaient à poser des questions désagréables sur l'argent et moi. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable, acheté un nouvel ordinateur portable, un bureau debout, une plante en pot nommée Gordon, et même recruté un assistant virtuel pour m'aider avec mon 3e site web. Celui-ci se concentre sur l'équipement de bureau à domicile. L'ironie ne m'a pas échappé. Luc avait un lieu de travail Tapax en Graveleuil avec des inaugurations et des murs en verre. J'avais une pièce calme, une bonne chaise et un revenu constant. J'ai envisagé de les contacter. J'ai envisagé de le leur frotter au nez, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je n'étais pas encore là. Parce que malgré la fantastique tournure des événements, une partie de moi souffrait encore. Je ne pouvais l'expliquer à personne, y compris Ryan. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'université. C'était la trahison. Le fait que les gens qui m'ont élevé et ont prétendu m'aimer m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit que mes ambitions étaient sans signification, que mon avenir était jetable et que mon travail acharné était facultatif. Cela laisse une marque. Cela affecte la façon dont vous faites confiance. Cela affecte la façon dont vous espérez. Cependant, même les cicatrices peuvent durcir en armure. Et finalement, je me suis senti puissant à nouveau. Environ 1 an après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel téléphonique. Numéro inconnu. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. C'était Luc. Sa voix était tremblante. C'était plus calme que je ne l'avais jamais entendu auparavant. Salut, Cole. Je sais que ça fait un moment. Je ne sais pas, mec. Les choses sont vraiment mauvaises en ce moment. J'ai merdé. Je sais que c'est vrai, mais je pourrais vraiment utiliser de l'aide. J'ai regardé la vidéo 6 fois, pas parce que je pensais l'aider. Je ne l'étais pas.
J'ai écouté parce que je voulais savoir à quoi cela ressemblait quand quelqu'un à qui on avait toujours tout donné se retrouvait soudainement sans main pour le rattraper. Je ne l'ai jamais rappelé, mais j'ai conservé le message. Cela m'a rappelé pourquoi j'avais fait tout cela en premier lieu. Pourquoi ai-je passé toutes mes nuits à apprendre des sujets que personne ne m'a enseignés? Pourquoi j'ai fait face à des crises de panique, des semaines à zéro, et des propriétaires qui se fichaient que vous compreniez les choses? Parce qu'ils m'ont sous-estimé et que ça allait leur faire mal. Je n'étais plus un personnage de fond. J'allais devenir le rebondissement de l'histoire. Le message vocal de Luc est resté dans ma boîte de réception comme une mèche allumée qui n'a jamais vraiment explosé. Je l'écoutais tous les quelques jours, pas pour me rappeler jusqu'où j'étais arrivé, mais pour rester ancré. Cela me rappelait que pendant que j'avais passé l'année précédente à travailler dur dans la solitude, à me développer dans l'ombre, les individus qui m'avaient rejeté se noyaient maintenant dans le désordre qu'ils avaient créé. Mais je n'étais pas pressé de me vanter. La vraie rétribution est plus que simplement prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de permettre aux gens de le comprendre par eux-mêmes lentement et douloureusement sans bouée de sauvetage. Ce type de calcul nécessite du temps, de la précision, un peu de timing et beaucoup de retenue. Et maintenant, j'ai les trois. Ma première chance significative est venue d'une source inattendue, un message LinkedIn. L'une des entreprises dont j'avais travaillé avec le programme d'affiliation m'a contacté pour voir si je serais intéressé par du conseil. Apparemment, mon site générait plus de revenus que certains de leurs plus grands partenaires, et ils voulaient savoir comment. Au début, j'ai hésité. Je n'avais jamais rien fait d'aussi officiel. Mais quand j'ai vu leur estimation de 4 500 $ pour un audit de 10 heures, j'ai accepté. Ce seul travail a couvert 2 mois de loyer. Cette mission en a conduit 2 de plus. J'ai instantanément gagné en crédibilité, des clients et des références. Mais plus important encore, j'ai eu une idée. Cela a commencé comme une blague. Vraiment. Ryan et moi étions assis dans notre appartement. Il venait de quitter son emploi dans la vente au détail pour poursuivre une carrière dans le développement d'applications, et j'ai plaisanté en disant à quel point il serait amusant d'écrire une étude de cas public de mon parcours de trahi à self-made. Je l'ai appelé. Ryan a ri. Tu casserais Internet. J'ai hésité. Non, sérieusement. Et si je racontais mon histoire, pas de manière amère, mais éducative, stratégique? Et si je transformais tout ce qu'il pensait être ma chute en un plan pour construire quelque chose à partir de rien? Il se pencha en avant. Tu obtiendrais des clients, des sponsors et peut-être un contrat de livre. Peut-être, dis-je en souriant. Mais plus important. Encore, j'acquérais des regards parce que si je devais jouer à ce jeu, si je devais déconstruire leur histoire et réécrire la mienne, je voulais qu'ils le voient. Cette nuit-là, j'ai acheté un nouveau nom de domaine, quelque chose de propre et professionnel. J'ai commencé à écrire le premier volet d'un article de blog en plusieurs parties détaillant comment j'ai créé mes sites d'affiliation, géré l'épuisement professionnel et négocié le champ de mine des affaires Internet sans argent ni aide. Ce n'était ni passionné ni amer. C'était chirurgical, simplement les faits. Chaque article se terminait par une ligne. Aucun diplôme, aucune assistance et aucune excuse. L'article a décollé. D'abord sur Reddit, puis sur Hacker News, et enfin, un YouTuber spécialisé dans la finance a créé une vidéo de réaction intitulée « Le gamin qui a été coupé et qui a construit un empire ». En 2 semaines, j'ai obtenu plus de 15 000 abonnés email. Le trafic de mon site web a grimpé en flèche. Une entreprise a proposé d'en acquérir un pour un montant à 5 chiffres moyens. J'ai décliné puisque j'avais des intentions plus grandes, des plans qui incluaient finalement de sortir de l'ombre numérique et d'entrer dans la pièce où les choix sont faits. Alors, j'ai commencé à assister à des réunions locales, des événements SEO, des panels technologiques, et même quelques exposés de start-up. J'étais silencieux au début, observant et étudiant comment les autres parlaient quand ils ne pensaient pas que vous valiez la peine d'être écouté. Mais finalement, j'ai commencé à parler, à donner des avis et à fournir des conseils. Pas le type de conseil tapac sans grave l'œil de Hustlebro, mais une sagesse du monde réel. Les gens l'ont apprécié. Certains prenaient des notes. C'est ainsi que j'ai rencontré Olivia. Elle était designer UX qui venait de quitter son entreprise et cherchait son prochain projet. Nous nous sommes rencontrés pour un café après l'une des réunions et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Intelligence vive, esprit vif et aucune tolérance pour le superflu. En 1 semaine, nous réfléchissions à des moyens de combiner mon approche de contenu avec son expertise en design. À la fin du mois, nous avions un plan et une entreprise fonctionnelle. Nous l'avons nommé Dustproof, une agence de produits numériques qui créait, développait et monétisait des entreprises de contenu spécialisées à partir de zéro. Je gérais le trafic et la monétisation. Elle supervisait la marque et l'expérience utilisateur. Nous avons tout divisé 50-50e. Il ne s'agissait plus seulement d'argent.
Il s'agissait de faire passer un message. Nous ne construisions pas seulement des endroits. Nous créions un levier. Et maintenant que je l'avais, j'ai commencé à planifier la vraie vengeance. Cela a commencé correctement avec Luc. Sophie, qui continuait à apparaître dans nos conversations de groupe, m'a informé qu'il cherchait un nouvel investisseur. Apparemment, un incubateur d'entreprises locales l'envisageait pour une subvention de 75 000 $ pour soutenir les startups technologiques en difficulté. Luc leur avait proposé un virage à moitié cuit, un logiciel d'assistant pour petites entreprises piloté par l'IA avec beaucoup de mots à la mode, mais ils étaient intéressés puisqu'il était bien connecté et expérimenté. Olivia a levé un sourcil quand je lui ai dit qu'il pitchait sérieusement l'IA maintenant. « Oh oui », ai-je répondu. Il a abandonné l'université, a brûlé des centaines de milliers, s'est renfloué par ses parents, et maintenant il se vend comme un visionnaire. Elle a bu sa boisson. Enterrons-le. J'ai souri. Je pensais que tu ne demanderais jamais. D'abord, nous avons développé une notion concurrente. Même endroit, même marché, mais avec un meilleur nom, une meilleure image de marque et, plus crucialement, un MVP fonctionnel. Nous n'avons même pas essayé de le déguiser. Nous lui avons donné un nom qui n'était différent de celui de Luc que d'une seule syllabe. Assez similaire pour attirer l'attention, mais assez distinct pour être légal. Nous avons créé une grande page de destination. Nous avons créé des vidéos de démonstration. Nous avons publié un article de blog intitulé « Ce que la plupart des applications commerciales font mal et comment nous l'avons corrigé », qui incluait des captures d'écran, des témoignages et une liste d'attente en direct. Ensuite, nous avons lancé une publicité peu coûteuse ciblant le code postal de l'incubateur. En quelques jours, notre version avait envahi leur flux LinkedIn. Je me suis même inscrit au canal Slack public de l'incubateur sous un alias simplement pour me faufiler. Et bien sûr, 3 jours plus tard, quelqu'un a écrit « Et, est-ce que quelqu'un a vu ce nouvel outil ? Il a l'air super propre. » Cela pourrait valoir la peine d'y jeter un coup d'œil avant de finaliser la prochaine subvention. Luc ne l'a jamais vu venir. Sophie m'a envoyé un message le lendemain matin. Je ne sais pas si tu étais impliqué, mais j'ai pété un câble. LOL. Je n'ai jamais répondu. J'ai juste posé mon téléphone et suis retourné au travail parce qu'aussi agréable qu'il était de le faire trébucher, il n'était pas l'objectif visé. Mes parents l'étaient. C'étaient eux qui avaient parié contre moi, me disant que je devais être fier d'abandonner mon avenir. Ceux qui ont applaudi à la grande ouverture de Luc et m'ont ignoré quand j'ai demandé « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» J'aurais pu leur donner une lettre, une facture ou un lien vers mon blog, mais cela aurait été trop simple. Au lieu de cela, j'ai attendu l'opportunité idéale, qui est arrivée juste à temps pour le mariage de ma cousine Claire. Elle se mariait dans un vignoble voisin, et tout le monde était invité. Toute ma famille élargie, Luc, mes parents, même des gens que je n'avais pas vus depuis le collège. Sophie m'a donné une capture d'écran de la liste des invités et m'a demandé si j'assistais. J'ai failli dire non. La perspective d'entrer dans ce rassemblement entouré de personnes qui supposaient que j'étais un décrocheur flottant à travers la vie me donnait la chair de poule. Mais ensuite, j'ai eu une idée, une configuration appropriée. J'ai appelé Olivia. Que penses-tu d'un petit show NTL ? Plaisanta-t-elle. J'adore le drame. À quoi penses-tu ? Je veux arriver comme un fantôme devenu millionnaire. Oh, répondit-elle, souriant au téléphone. Nous faisons une révélation. Alors, nous l'avons arrangé. Nous avons acheté un nouveau costume ajusté et élégant sans logo ni fioriture, juste des présents. Olivia m'a aidé à créer une carte de bio pour l'événement, un petit morceau de papier plié qui annonçait Dustproof comme sponsor de la future retraite de petites entreprises du lieu. Je me suis assuré qu'il présentait notre site web et mon nom. Collan, un cofondateur. Je n'ai informé personne de ma venue. Je n'ai pas RSVP. Je suis juste entré. Et quand je l'ai fait, chaque discussion dans un rayon de 3 mètres a ralenti jusqu'à ramper. Parce que la dernière fois qu'ils m'ont vu, j'étais le gamin qui a disparu avant l'université. Celui qui a abandonné ses frais de scolarité et a pris une année sabbatique pour réfléchir. Maintenant, je ressemble à quelqu'un que vous pourriez rechercher sur Google. Et Luc, il était au bar en train de siroter un verre et semblait au bord d'une dépression nerveuse. Nos regards se sont croisés. Il a cligné des yeux. J'ai hoché la tête. Aucun mot. Ma mère était à moitié à travers la pièce, en train de discuter avec une grand-tante que je reconnaissais à peine. Quand elle m'a finalement reconnu, son visage a traversé toute une réponse en 4 étapes. Confusion, reconnaissance, un sourire forcé et quelque chose approchant la terreur. Je me suis approché calmement et civilement, comme si je n'avais besoin de rien de personne. « Cole » dit-elle à bout de souffle. Je ne savais pas que tu venais. Je n'étais pas sûre non plus, expliquai-je calmement.
Mais l'un des sponsors de l'événement m'a invité. Son visage a tressailli. Oh, dit-elle. Je l'ai laissé planer dans l'air. Mon père l'a rejointe un peu plus tard. Son sourire était plus raide et plus forcé. Fils, répondit-il. C'est bon de te voir. De même. Il a tenté de s'enquérir davantage, mais je me suis déplacée pour saluer quelqu'un d'autre, la gestionnaire de l'événement, et lui ai remis ma carte de bio pour confirmer ma table. Elle a jeté un coup d'œil, a souri et a dit « Oh, vous êtes le gars de Dustproof. Nous avons tellement entendu parler de votre travail. » Mes parents sont devenus silencieux. Il ne s'agissait pas d'étaler quoi que ce soit. Il s'agissait d'être là, de reprendre la zone d'où j'avais été chassée, et de forcer les gens à regarder puisque la performance ne faisait que commencer. La célébration du mariage s'est déroulée comme une pièce de théâtre, et j'en avais marre d'être un second rôle. Mes parents étaient assis raides à leur table de l'autre côté de la pièce, sirotant à peine leur boisson. Luc restait dans les parages, visiblement secoué, me fixant toutes les quelques minutes comme si j'étais un fantôme qu'il ne pouvait pas tout à fait expulser. Plusieurs de nos parents ont bavardé avec moi, polis, intéressés et mal à l'aise. Devon se pencha avec un ricanement et demanda « Tu as pas abandonné ou quelque chose? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je n'ai rien dit. J'ai simplement pointé du doigt la pancarte Dustproof sur la table où mon nom apparaissait à côté d'une brève description de l'entreprise que j'avais cofondée et un QR code subtil menant directement à une étude de cas intitulée « Les frais de scolarité qui n'étaient pas. Comment perdre tout à 18 ans m'a aidé à construire un portefeuille de contenu de 600 000 $ avant 21 ans. » C'était doux. J'avais évité de nommer des noms, des diatribes, des publications Reddit et des effondrements amers en faveur de faits purs, d'un ton impartial et d'un calendrier enregistré, mais quiconque avait un peu de jugeote pouvait lire entre les lignes. Et en voyant l'expression de Luc alors qu'il lisait le code, je l'ai regardé le faire. Il avait clairement un demi-cerveau. Les répercussions ont commencé 2 jours plus tard. Mon père m'a envoyé un SMS. Nous devons parler en face à face. Je n'ai pas répondu et ma mère non plus. Votre publication. Les gens posent des questions. S'il te plaît, retire-le. J'ai ri. Retirez-le. Après qu'il m'ait présenté comme le jeune frère désintéressé, qui s'est simplement effacé pour le futur entrepreneur de la famille. Non, c'était le règlement des comptes. Et ce n'était plus personnel. C'était structurel, rangé et inévitable. Parce que dès que l'étude de cas est devenue virale, les gens ont commencé à connecter les liens. Sophie m'a informé que l'ancien entrepreneur de Luc, qu'il avait abandonné après avoir promis des stock options, avait posté le lien sur Twitter avec la description. Oh, c'est donc pour ça qu'il ne m'a jamais payé. Un jour plus tard, l'incubateur de start-up local qui évaluait Luc pour un 2e tour de financement a publié une mise à jour modeste sur son site web, mettant un terme aux investissements externes en attendant un examen interne. Luc non seulement s'est retiré de la liste, mais il l'a également détruite. Pendant ce temps, une poignée des premiers investisseurs de Luc, principalement des dentistes et des agents immobiliers locaux avec qui mon père jouait au poker, étaient mécontents. L'étude de cas ne les a pas identifiés, mais elle a tracé le flux des fonds en utilisant des termes ambigus, tels que les entreprises soutenues par la famille sans KPI et les premiers investisseurs promettant des profits énormes avec un suivi minimal. Toutes les personnes impliquées savaient de qui il s'agissait. L'un d'eux, le docteur Richard, aurait attrapé mon père lors d'un barbecue de quartier et lui aurait demandé directement « Avez-vous donné les frais de scolarité de vos enfants à la start-up de Luc ?» Mon père n'a pas répondu, mais le silence dans de tels cercles parle fort. J'ai commencé à recevoir des messages de personnes, y compris d'anciens professeurs, quelques-uns de mes amis du lycée, et même un des anciens partenaires de Luc. Ils ont tous répondu avec une forme de « J'ai lu ton article ». Je n'avais aucune idée puisque c'était la force de la vérité. Pas crié, pas exagéré, mais juste documenté, calme, mesuré et sans excuse. Et ce calme, plus que toute autre chose, est ce qui les a fait tomber. Luc a tenté de répondre avec une sorte de Il a écrit son propre article de blog, un méli-mélo à moitié cuit et rempli de jargon intitulé « L'entrepreneuriat est désordonné. Leçon d'une start-up qui ne s'est pas passée comme prévu ». Il était plein d'excuses vagues et de termes comme repousser les limites, construire sous pression et apprendre des revers. Personne ne l'a acheté. En fait, les réponses étaient dures. C'est ce qui arrive quand on joue avec l'argent des autres. Ton frère avait parfaitement le droit de parler. Tu lui dois plus que des excuses. Tu n'as pas échoué parce que tu as pris des risques. Tu as échoué parce que tu as pris les gens. Mes parents, cependant, n'ont pas répondu publiquement. Ce n'était pas leur style, mais ils l'ont ressenti. L'appel s'est terminé. Les textos se sont taris. Ma mère a supprimé la moitié de nos parents éloignés de Facebook. Mon père a supprimé son profil LinkedIn.
Au début, j'ai supposé que c'était la honte, mais ce n'était pas le cas. Le contrôle leur échappait doucement et impitoyablement, et alors qu'ils se repliaient sur eux-mêmes, mon univers grandissait. J'ai accepté une invitation à parler à une conférence sur l'entrepreneuriat numérique à Austin. J'ai partagé la scène avec des entrepreneurs qui avaient 2 fois mon âge. Dîner, panel et interview, tous étranges et mérités. Olivia et moi avons étendu Dustproof en une entreprise à part entière. Nous avons recruté 2 rédacteurs, un chef de projet et un responsable commercial. Pour mon 21e anniversaire, notre revenu mensuel avait dépassé 75 000 $, hors commission d'affiliation et accord de licence. La plus belle chose était que je n'ai jamais dit directement à mes parents. Je ne les ai jamais appelés pour me vanter, jamais envoyé de texto, jamais dit « je te l'avais dit ». Jamais déversé de relevés bancaires dans les chats de groupe parce que le silence était plus fort, la distance était plus forte et la dignité criait. Une autre chose s'est produite et j'ai réalisé que l'histoire était bouclée. J'ai repéré l'annonce un samedi matin. La start-up de Luc, ce qu'il en restait, était liquidée. L'équipement de bureau, les moniteurs et quelques bureaux debout étaient tous listés sur Facebook Marketplace en utilisant un compte jetable sans photo de profil. J'ai acheté l'un des bureaux et l'ai fait livrer au bureau de Dustproof. Olivia a trouvé que c'était une décision étrange, mais je lui ai dit que certaines choses appartiennent simplement là où elles sont le plus utiles. Et maintenant, chaque fois que je m'assois dessus, ce vestige ergonomique élégant et légèrement éraflé de 1 200 $ de son entreprise en échec, je souris en sachant que c'était ma revanche. Pas de faste ou de spectacle, juste un succès silencieux et indéniable. Le genre qu'il ne pouvait pas éviter.